présenter rapidement, vous êtes directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine, enseignant à Sciences Po, auteur une histoire des empires maritimes au CNRS Éditions en 2016, co-auteur de La mer, Nouvel Eldorado, publié par la documentation française en 2017, et auteur de La relocalisation du monde, paru au CNRS Éditions cette année en 2021. Et c'est précisément de la relocalisation du monde dont vous allez nous parler dans ce talk. Donc, je vous donne la parole sans plus tarder. Merci. Alors effectivement, oui, la relocalisation est dans l'air du temps, est à la mode en ce moment, depuis quelque temps. Alors il y a des raisons conjoncturelles, bien évidemment. On sait bien qu'il y a des soucis logistiques en ce moment, qu'il y a, suite au Covid, des usines qui ferment, qui ouvrent, etc., qui réouvrent, et donc ça pose des questions autour de la nécessité de produire sur place. Il y a aussi l'exigence du développement durable. Moi, ce à quoi je voulais m'intéresser ce matin, c'est plus aux raisons, motifs structurels qui font qu'on a besoin de produire localement, c'est-à-dire au plus proche des bassins de consommation, parce que ça n'est pas seulement un mouvement de relocalisation auquel on va assister, auquel on assiste, c'est un mouvement de localisation de la production dans des grandes aires régionales. Et donc, pour nous, évidemment, en Europe, ça se traduit par une relocalisation. Euh, je vais développer ça, en fait, à travers deux éléments. D'abord, la nécessité. Pourquoi il y a nécessité de localiser ou de relocaliser la production pour nous. Et puis ensuite, la possibilité de le faire, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, ça peut être nécessaire de relocaliser, mais si ça n'est pas possible, c'est-à-dire si ça n'est pas rentable, ça n'a pas grand sens. Alors, au niveau de la question de la nécessité de relocaliser, il y a plusieurs points à avoir en tête. Le premier point, ce sont les incertitudes chinoises. C'est un point important parce que pendant longtemps, pendant de nombreuses années, on savait à peu près, on avait une visibilité sur la Chine, c'est-à-dire que globalement, c'était un pays qui était ouvert aux affaires, avec une direction politique qui était assez stable, on voyait à peu près où ça allait. Là, il y a des incertitudes nouvelles et qui donc doivent nous amener, nous interroger sur la nécessité d'avoir des sites de production qui ne sont pas seulement centrés en Chine et qui ne sont pas seulement centrés en Asie. Et ces incertitudes, elles sont de différents ordres. Un, il y a le climat des affaires. Le climat des affaires en Chine se caractérise depuis quelques temps, quelques mois, par une reprise en main assez forte sous l'impulsion de Xi Jinping des entreprises. Alors, on l'a vu sortir dans la presse avec effectivement les géants du net, que ce soit Tencent, Alibaba, etc. etc. C'est un mouvement qui est très global, puisque c'est un mouvement qui est présent dans tous les secteurs d'activité, avec une présence beaucoup plus forte du Parti communiste chinois au sein des entreprises. Alors, les affaires en Chine n'ont jamais été tout à fait simples pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs. On sait bien que le modèle chinois est un modèle qui est assez contraint tant qu'il n'y a pas d'émergence d'acteurs locaux. Et puis, c'est un modèle dans lequel les secteurs s'ouvrent à la libre concurrence quand des acteurs locaux ont pu émerger. Cette année, par exemple, en 2021, il y a eu une ouverture dans le secteur de l'automobile en Chine. Pourquoi? Parce que des constructeurs automobiles chinois de bon niveau avaient pu émerger et donc pouvaient concurrencer les constructeurs automobiles européens. Donc, il y a un climat des affaires, ça c'est le premier point qui est en train de changer en Chine et donc qui doit interroger sur nos implantations, sur les investissements qu'on peut faire dans ce pays. Le deuxième point à avoir en tête et qui est structurel aussi, qui est de long terme, c'est la question démographique chinoise, puisque la Chine est un pays qui risque de devenir vieux avant d'être riche. On a un vieillissement de la population chinoise, on a une diminution de la population active. Elle est
la population active était aux alentours, en âge de travailler, était aux alentours de 70% de la population dans les années 2010. On est déjà tombé à 63% de nos jours. Et c'est un phénomène qui va s'accélérer, puisqu'avec la politique de l'enfant unique, on a un nombre de jeunes qui est relativement réduit. Donc, la Chine a affaire à une pénurie de main-d'œuvre qui se dessine. En parallèle, on a une classe moyenne qui est confrontée à un certain nombre de difficultés pour se loger, pour l'éducation des enfants, etc. Et tout ça crée, donc cette question démographique et cette question de la population active en diminution doit nous interroger. Et surtout, c'est à l'origine de différentes tensions de différentes tensions sociales. Il y a la question du financement des retraites, par exemple, se pose en France, mais elle se pose de la même question en Chine. Il n'y a pas de système de retraite par répartition comme chez nous. Et donc, cette population vieillissante de plus en plus importante qui arrive, il va falloir financer ces retraites. Et donc, c'est une des interrogations qui pèsent. Et donc, c'est à l'origine de crispations politiques aussi, puisque à partir du moment où il y a des difficultés à l'intérieur, il faut que le Parti communiste chinois puisse les canaliser. Et ça explique en partie, en tout cas, les fortes tensions qu'il peut y avoir en mer de Chine, aux alentours de Taïwan et autres, parce que le Xi Jinping notamment, quand il y a des difficultés intérieures, on a tendance à vouloir trouver un dérivatif dans des crispations un peu nationalistes et qui ont un impact sur toute la zone. On l'a vu avec l'histoire des sous-marins français, l'Australie, etc. Donc voilà, il y a des incertitudes chinoises qui font que, et qui sont structurelles, qui vont durer, qui font qu'au niveau de l'implantation de sites de production en Chine ou dans la zone, je pense qu'il est important de se poser la question et de se dire il faut peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier et localiser des sites de production ailleurs. Ça, c'est le premier point sur la nécessité de relocaliser. Il y a une deuxième nécessité qui est assez nouvelle, qui est la quête d'identité locale. Je suis d'une génération qui a connu la chute du mur de Berlin. Et c'est vrai qu'au moment de la chute du mur de Berlin, au moment de l'ouverture de la Chine au monde aussi, tous ces pays, tous ces ensembles de pays étaient en adoration devant les produits occidentaux. C'était un symbole de liberté, c'était un symbole de modernité. Et donc, pendant très longtemps, c'était entre guillemets relativement facile de vendre dans ces pays-là, puisque quelles que soient les marques, quels que soient les secteurs, pour les habitants de ces pays, que ce soit les pays d'Europe centrale ou orientale, que ce soit la Chine, acheter ces produits était un symptôme, un symbole d'émancipation, d'ouverture vers l'extérieur, etc. Ce phénomène est en train de changer. Si on prend la Chine, par exemple, on voit de plus en plus l'apparition, alors ça existait depuis un certain moment, l'apparition de marques locales dans votre secteur, le textile, l'habillement, etc. C'est assez frappant puisqu'on a, notamment dans le sportswear, on a une arrivée de beaucoup de marques qui occupent des parts de marché de plus en plus importantes, hein. On peut citer toute la galaxie Dantasport. Il y a aussi la fameuse marque Li-Ning qui même sort un peu du sportswear, au point que ces marques locales s'accaparent aujourd'hui un peu plus de 20% du marché. Les cosmétiques, c'est identique. En Chine, les marques locales aujourd'hui atteignent 56% du marché. Et il y a une adhésion de la population pour acheter local parce que c'est un synonyme de fierté, c'est un synonyme de fierté retrouvée vis-à-vis de ce pays. Et donc ça, c'est un point qui change, c'est-à-dire qu'il y a une quête chez les consommateurs, une quête locale, une quête identitaire presque. Il y a un deuxième phénomène qui joue au-delà de l'aspect de fierté nationale, c'est une quête aussi
de sourcing. On veut avoir des produits qui soient de qualité, et cette qualité, elle est associée à une empreinte locale. Alors évidemment, dans le secteur du luxe, ça apparaît évident, c'est-à-dire qu'on veut des produits qui soient fabriqués à Paris, qui viennent de Paris, etc. Mais c'est aussi, alors si je reprends l'exemple de la Chine, il y a eu c'est vrai dans tous les secteurs, il y a eu différents scandales sanitaires dans ce pays. Alors, je prends un exemple, dans les couches culottes, par exemple, il y a eu différents scandales sanitaires et qui font que les Chinois, par exemple, vont acheter plutôt des couches culottes japonaises parce qu'ils sont sûrs que c'est de bonne qualité. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans nos pays développés, en Europe, en France, où cette quête de sourcing est synonyme, là, pour le coup, est moins identitaire. Elle l'est en partie, mais elle est surtout synonyme de développement durable, d'adhésion à une meilleure protection de l'environnement, et puis, là aussi, un souci de recherche de qualité. Donc, cette émergence de cette quête d'identité locale, elle plaide en faveur de l'émergence de créateurs locaux. Alors, ça peut, et donc, à la fois de créer sur place pour coller aux attentes des consommateurs locaux, et puis de fabriquer idéalement sur place, en tout cas une zone régionale assez vaste. Le troisième point qui explique la nécessité, en tout cas, de relocaliser ou de localiser, c'est évidemment le développement durable, mais ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Évidemment, si on produit localement, on a une empreinte carbone qui est moins forte, on utilise moins de matière, etc. Un autre point qui change aussi, c'est qu'on a affaire aux jeunes générations, et ces jeunes générations qui ont été intégralement formées par les usages numériques. Si je prends la mienne, j'ai connu le début d'Internet. J'ai commencé à travailler, il n'y avait pas Internet, et puis petit à petit, Internet est arrivé. Et les nouvelles générations sont nés avec un téléphone portable dans la main, avec un ordinateur dans la main, avec des tablettes, etc. Et ça a formé cette génération qui fonctionne donc de manière assez différente, qui a été modelée aussi dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, peu importe, mais par le modèle Amazon, d'une certaine manière, où on va sur son smartphone, on voit le produit qui nous plaît, on le commande et on est habitué à être livré 2 jours après. Donc ça crée une exigence de livraison rapide. Ça crée aussi une versatilité beaucoup plus grande, c'est-à-dire que dans la consommation, quels que soient les secteurs, auparavant, on était beaucoup sur de la consommation d'héritage. En gros, avant qu'Internet apparaisse. C'est-à-dire qu'en gros, on avait nos grands-parents, nos parents qui consommaient tel et tel produit, qui allaient dans telle et telle chaîne d'habillement, et les enfants faisaient plus ou moins la même chose. Il y avait une espèce de consommation d'héritage. On allait dans les mêmes chaînes d'aliments, on consommait le même genre de produit. Il y avait il pouvait y avoir quelques petits changements à la marge, mais assez peu. Aujourd'hui, avec justement Internet, on a accès à toute une série de produits différents. On a les réseaux sociaux qui vont avoir une influence aussi qui va permettre d'ouvrir les choix. Et donc, on a une versatilité beaucoup plus grande dans le choix des produits, dans le choix des marques qu'auparavant. Ce qui veut dire que quand on est producteur, quand on est créateur, il faut coller beaucoup plus aux attentes effectivement des consommateurs, mais qui peuvent changer très vite en fonction des changements de temps, de saison. Il suffit qu'il y ait un influenceur, un sportif ou je sais pas quoi qui va porter un vêtement, et ben tout d'un coup, ça va pouvoir entraîner une consommation virale de ce vêtement parce que tout ça sera passé par les réseaux sociaux. Donc, ça demande une réactivité beaucoup plus grande, ça demande de pouvoir à la fois surveiller ces changements de consommation, et donc de pouvoir produire et être en mesure de fournir de manière beaucoup plus rapide aussi. Ce qui plaide là encore pour une production qui soit beaucoup plus
locale, en tout cas dans une aire régionale, parce qu'il faut être en mesure de fournir très rapidement le produit qui est demandé, sinon le consommateur va passer tout de suite à autre chose, à un autre, à un autre fabricant qui sera en mesure de lui fournir ce qu'il veut. J'ai vu d'ailleurs que dans le déroulé de la journée, vous aviez, je crois que c'est dans la table ronde suivante, la manufacture de layettes et de tricots à Pau, et j'avais vu justement qu'ils avaient été en mesure de réagir très vite à une couleur qui était devenue à la mode. Je crois que c'était le jaune moutarde. Ça devait être en 2018 ou 2019. Cette couleur a été devenue virale via les réseaux sociaux. Et eux, comme ils avaient à la fois une automatisation de leur production sur leur site, plus un fabricant de mémoire tunisien, avaient été en capacité de fournir très rapidement des vêtements qui étaient dans cette teinte qui était devenue virale et qui était désirée par les consommateurs. Donc voilà, ça c'est un changement aussi structurel qui plaide pour une production plus locale. Un autre point aussi qui va avec la consommation numérique, l'achat en ligne, etc. Et je pense que c'est un point qui est devant nous, c'est le fait que à partir du moment où on consomme en ligne, on a aussi beaucoup de retours, quels que soient les secteurs d'activité, que ce soit IFI, livres, habillement et autres. J'ai été très frappé, par exemple, il y a une enquête qui a été menée là très récemment par GXO Logistique, et qui pointait que jusqu'à 35% des produits commandés étaient retournés. Ça veut dire qu'il faut derrière une organisation qui est absolument considérable, parce que ces produits, quand ils reviennent, il faut pouvoir les analyser pour savoir si on peut les remettre en magasin, les remettre en vente, si on doit les retourner aux fournisseurs, si au contraire ils sont abîmés, on ne peut plus s'en servir, et les renvoyer aux fournisseurs. Si ces fournisseurs sont situés en Asie, c'est source de coûts relativement importants. Donc ça, c'est un élément aussi qui va plaider pour une production un peu plus locale, en tout cas à proximité. Une fois qu'on a dit ça, oui, d'ailleurs, sur la génération Internet, moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est que c'est une génération aussi qui consomme pas mal sur les sites de seconde main, que ce soit Vinted ou autre. Et on présente souvent cette consommation comme étant un signe de développement plus durable, de recherche en tout cas de développement plus durable, etc., en sous-estimant toujours que c'est aussi beaucoup une recherche de prix accessible. Et ce facteur prix, il est toujours aussi décisif. Je ne suis pas un fervent, je suis toujours dubitatif face aux tenants de la montée en gamme. C'est un espèce de discours qu'on entend un peu régulièrement en France, dans tous les secteurs, en disant qu'il faut que les secteurs montent en gamme, que nos fabricants montent en gamme un peu tout le temps. Je suis interrogatif par rapport à cette espèce de mantra, de mystique de la montée en gamme, parce que autant évidemment sur certains domaines, il faut être en capacité de fournir des produits de qualité, il n'empêche que le facteur prix est toujours là. Et quand on regarde la balance commerciale française, quand on regarde différents secteurs, on s'aperçoit que la montée en gamme nous coûte très cher aussi, que ce soit dans votre secteur, mais si on prend le secteur de l'agriculture, par exemple, c'est identique. À force de monter en gamme, en fait, on se retrouve confronté à des concurrents étrangers qui sont capables de fournir au meilleur prix, et souvent des concurrents qui ne sont pas forcément asiatiques, qui vont être allemands, qui vont être hollandais. Dans l'agriculture, c'est typique. Et donc, on perd des parts de marché. Parce que ce qu'on oublie beaucoup, c'est que dans l'achat, ce qui compte et ce qui comptera quand même toujours, c'est le facteur prix. Et c'est pour ça qu'après avoir énuméré les raisons pour lesquelles il est nécessaire de relocaliser,
je voulais évoquer les raisons pour lesquelles c'est aujourd'hui possible de relocaliser. Parce que la relocalisation, on en parle, c'était Arnaud Montebourg avait lancé le sujet il y a déjà quelques années, mais on pourrait reprendre la fameuse ancienne du général de Gaulle sur le fait de sauter sur sa chaise comme un cabri en évoquant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et ben la relocalisation, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on peut sauter sur sa chaise en évoquant la relocalisation, en plaidant pour la relocalisation. Si elle n'est pas possible, c'est-à-dire si elle n'est pas en mesure, si on n'est pas en mesure de produire au même coût que dans différents pays, ça n'aboutit à rien, ça n'a aucun sens. Alors aujourd'hui, ce qui est nouveau, et là aussi ce sont des raisons structurelles, c'est qu'il est possible, sur certains secteurs, dans certains domaines, de produire au même coût que dans les pays asiatiques. Là aussi, quelques points très rapides. Quand je dis que c'est possible, c'est que on a du mal dans notre pays. On est aussi un pays qui est très numérique, où on a l'impression qu'on vit dans une économie un peu immatérielle, uniquement en ligne. Sauf que l'économie, elle repose toujours sur des éléments matériels. J'aime bien rappeler que la globalisation, elle repose avant tout sur deux éléments matériels, deux innovations matérielles, qui sont les porte-conteneurs. Si on n'a pas de porte-conteneurs, on n'a pas de globalisation, puisqu'on n'a pas la capacité de transporter un volume considérable de marchandises d'un point A à un point B. Et si on n'a pas de câbles en fibre optique qui sont posés au fond des mers, qui assurent quand même plus de 99% des communications numériques, on n'a pas d'Internet. Donc, si on n'a pas ces deux piliers, on n'aurait jamais eu la globalisation. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la relocalisation, elle est possible parce qu'elle repose sur des éléments matériels. Ces éléments matériels, ce sont beaucoup des différentes briques technologiques qui sont arrivées à maturité. Alors, je suppose que vous les avez déjà en partie évoquées, parce que dans ces innovations matérielles, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça prend bien souvent du temps. Vous voyez, l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui commence à être opérationnelle, elle est née dans les années 50. Mais avant qu'on arrive à une intelligence artificielle opérationnelle pour différents robots, chariots autonomes, etc., il a fallu attendre quasiment les années 90, parce que là, on disposait de données numériques en grand nombre qu'on pouvait brasser et qui permettaient de mettre en place une intelligence artificielle qui fonctionne par essai et erreur, et donc d'arriver aujourd'hui à des robots industriels, à des chariots autonomes qui sont en mesure de donner des résultats intéressants. L'autre élément, donc ça c'est l'intelligence artificielle a fait des progrès considérables. Elle permet donc de développer des robots industriels qui sont là aussi, qui ont fait des progrès considérables, hein, mais le premier robot industriel est né dans les années 1960. Le premier qui a été installé, c'était sur une chaîne de montage de General Motors en 1961. Vous voyez, il a fallu du chemin avant d'arriver à ces fameux chariots autonomes qu'on voit dans les entrepôts. Et puis l'autre point qui va permettre aussi un changement majeur, c'est évidemment l'arrivée de la 5G qui va permettre de connecter, de rendre véritablement autonomes ces robots industriels, puisque pour la plupart, ils étaient philo-guidés jusqu'à présent, donc ce qui offrait assez peu de souplesse. Pour votre secteur en particulier, parce que je vois que le temps tourne, et la manière dont il peut évoluer, là où vous avez assez peu de chance, finalement, c'est que les robots industriels et donc les possibilités d'automatisation de la production sont pas forcément très adaptés à votre secteur, dans le sens où les robots industriels dont on dispose aujourd'hui ont beaucoup de mal à manier les matières souples. Et dans le textile, c'est un peu compliqué si on ne peut pas manier des matières souples. Ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas, mais aujourd'hui, effectivement, ils sont plus dans des secteurs comme l'automobile ou autres. Donc, ça veut dire que pour le secteur textile, il y aura certainement des avancées. Et en France, on a la chance d'avoir quand même des points forts dans ce domaine-là. Vous connaissez tous évidemment Lectra, donc je ne vais pas m'étendre sur
sur cette entreprise. On a aussi dans votre région, alors là c'est plus pour l'automatisation des entrepôts, on a une entreprise comme Exotech qui est particulièrement intéressante. Donc on a des fleurons technologiques dans le domaine de la robotique. Il y a un autre fleuron d'ailleurs qui est dans un secteur un peu différent du vôtre, mais finalement qui s'en rapproche par certains côtés dans l'agriculture. On a Nayo Technologies, donc, qui crée des robots agricoles. Et si je dis, alors qu'il est situé à Toulouse, si je dis que c'est un secteur qui se rapproche un peu du vôtre, c'est que la robotique dans le domaine de l'agriculture est une robotique de précision aussi, parce que pour aller cueillir des tomates, pour effeuiller des vignes, etc., ça demande une robotique de précision. Et je me suis dit, en connaissant cette entreprise, que ça peut être aussi, il y a été des choses à faire dans le domaine du textile, parce qu'ils sont capables en mesure de faire des robots extrêmement précis. Mais toujours est-il que pour l'instant, vous pouvez effectivement automatiser certains éléments de la production, mais relocaliser, ça suppose pour vous d'avoir aussi des sous-traitants qui soient par contre dans le bassin de consommation. C'est-à-dire, alors c'est déjà en partie le cas, hein, puisque vous avez des sous-traitants dans le Maghreb, que ce soit le coq sportif ou autre. On voit tous ce modèle-là se dessiner un petit peu. Vous avez la chance aussi, je pense, enfin la France a la chance de pouvoir compter dans l'absolu sur les pays du Golfe de Guinée, qui sont donc des États francophones, dont les ports sont majoritairement gérés par un acteur français, Bolloré. On a un acteur français aussi qui est l'opérateur un opérateur mondial de transport maritime qui est CMA-CGM et qui est très présent dans le Golfe de Guinée. Et donc, ça peut être aussi des sous-traitants relativement importants. Donc, le modèle que je vois se dessiner un petit peu, c'est qu'effectivement, il est nécessaire de relocaliser aujourd'hui pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Ça devient possible puisqu'on a des progrès dans l'automatisation, la robotisation, et puis des sous-traitants qui sont à proximité. Donc, on a un petit peu une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, qui est compliquée parce que c'est un changement de paradigme important, mais qui est en tout cas, avec les années difficiles qu'on a pu connaître, c'est un changement qui est plutôt enthousiasmant, en tout cas de ce point de vue-là.